Maryse Condé, Les derniers rois mages. Les cahiers de Djéré, numéro 7. L'incendie d'Abomey. Le 4 novembre 1892, les colonnes du général Dodds étaient entrées dans Cana, la ville des champs de palmiers à huile, et avaient massacré tout ce qui vivait. Le bruit de cette tuerie avait couru jusqu'à Abomey, distante d'un jour de marche à peine, et mon père s'était rappelé ce que ces Bocconeaux voyaient et répétaient depuis plusieurs jours. Le temps marqué pour la fin était venu. Alors, il avait enlevé de son abri dans la terre les restes mortels de son père, et les avait transportés dans un lieu sûr qu'il n'avait indiqué à personne. Puis, il avait passé la journée en prière tout en faisant brûler de l'encens dans les jarres. Enfin, il avait pris sa décision. La nuit venue, tandis que les soldats et les Amazones s'en allaient comme il l'avait commandé allumer l'incendie aux quatre coins d'Abomey, il mit de sa propre main le feu à la demeure qu'il tenait de ses ancêtres. Cette demeure était protégée par une énorme muraille de terre, percée de 2 entrées dont l'une était exclusivement réservée au roi et à ceux qui marchaient avec lui. À l'intérieur de cette enceinte, depuis 10 règnes que notre dynastie était sur le trône, chaque souverain avait ajouté son palais à celui de ceux qui l'avaient précédé, ce qui fait que cette demeure couvrait un espace considérable. On aurait pu facilement y loger la Pointe et tous ses habitants. Les différents corps de bâtiments qui la composaient, les quartiers des femmes, des ministres, des guerriers, des prêtres, étaient couverts de paille sèche, posée sur une charpente en nervure très droite de palmier raffia. Une torche à la main, mon père se hissa sur son trône en bois de fromager, qui reposait sur 4 crânes de chefs ennemis, se dressa de toute sa hauteur et essaya d'embraser la paille. Le feu commença par hésiter devant le sacrilège qu'on lui demandait de commettre, et s'abritant d'une épaisse fumée noire, poussa une série de soupirs, comme s'il s'efforçait de se retenir. Quand même, la voracité fut la plus forte. Il finit par dérouler son corps lové en anneaux et balancer sa tête plate et triangulaire aux énormes yeux de chat. Pendant quelques instants, il se contenta de lécher voracement la paille jusqu'à ce que, ne pouvant plus résister, il se jette sur le toit, les cloisons, le mobilier pour en faire une seule bouchée. Alors mon père et les siens sortirent en vitesse du palais et quittèrent la ville. Abomey est une île. Les Daadas l'ont bâtie sur un plateau qui s'élève à 80 kilomètres de la côte basse et marécageuse, pour pouvoir assurer sa défense de tous les côtés. Une fois descendu au fond de la plaine qui l'entoure, mon père s'arrêta pour regarder derrière lui. Tout le plateau flambait, et le ciel au-dessus était pareil à une calebasse de sang. Des paquets d'étoiles tournoyaient en tourbillons dans l'air, et des étincelles explosaient tout partout. Le vacarme du feu s'accompagnait de celui du vent, qui venait de la mer, et activait les flammes comme le soufflet d'un bijoutier. À chaque fois que mon père me décrivait ces moments de cauchemar, je me mettais à pleurer. Il embrassait mes joues poisseuses et salées et me serrait contre lui en me disant « Il ne faut pas pleurer, il faut me venger, il faut que tous mes garçons me vengent. » Ces paroles-là me faisaient pleurer plus forte encore. On aurait dit que, prévoyant la misère de mon existence, je savais que je ne serais jamais à la hauteur de son espérance et que je ne le vengerais jamais. Après avoir vu flamber son palais, mon père resta longtemps immobile, la tête entre les mains. Respectant sa peine, les grands prêtres étaient entrés en prière et les Bocconeaux faisaient des divinations pour savoir ce qu'à présent l'avenir voulait cacher. Enfin, il se releva, puis, avec sa troupe de fidèles, Amazones, Bocconeaux, guerriers, grands prêtres, femmes, enfants, il prit le chemin de la forêt. C'est dans son ventre maternel qu'il vécut pendant près de 2 ans, à l'insu des Français, qui le traquaient comme une mauvaise bête protégée par ses gris-gris et la magie de ses Bocconeaux. Le cœur amer, il songeait. Il ne possédait plus rien, ni palais, ni armée, ni esclaves, ni captifs, ni argent, ni or, ni huile de palme. Pas même la couverture de chaume d'un toit au-dessus de sa tête. Plus de guerre à entreprendre, plus de victoire à gagner. Toute sa chair avait fondu sur lui, et il ne restait que les os qui faisaient grand bruit quand il se déplaçait. Ses cheveux s'étaient emmêlés, aussi longs que ceux de ses sujets, qui portaient encore le deuil de son père et déjà le sien.
Ils avaient changé de couleur comme les herbes de la brousse en temps de saison sèche. Aussi, il allait dans la noirceur auréolée d'une lumière de clair de lune. Cependant, sa haute taille ne se cassait pas, et il restait droit comme le tronc d'un hiroko. La forêt. Tout commence par là, tout finit par là. Vert sur la branche verte, un crapaud allume et éteint les phares rougeoyants de ses yeux. En bas, dans les creux des racines et chasses, courent les crabes aux mordants féroces. L'ancêtre marchait, la tête à hauteur des fougères arborescentes, et son pied ne butait pas. Il luttait contre l'angoisse. Quel crime avait-il commis quand il avait succédé à son père sur le trône? Avait-il trop aimé le pouvoir et l'honneur? Ou les femmes? Peut-être était-ce quand il était enfant, ou même avant d'être planté dans le ventre de Méhoutou, sa mère. Ou alors tout était-il de sa faute, à elle? On disait qu'étant une princesse du pays Aja, qui par conséquent ne pouvait accoucher d'un roi, seule sa magie avait assis et gardé son fils sur le trône. On disait aussi que, par la même magie, elle avait fait disparaître un par un tous ceux qui risquaient de s'opposer à sa gloire. Vanité de tout cela. À présent, la mort qui ne met pas de sandales à ses pieds nus approchait. Dans l'eau noire de la forêt inondée, les poissons baignent ainsi que les corps morts des arbres, lourds comme des cercueils. Ce qui lui restait de sa cour se massait dans l'abri d'une clairière. Les esclaves parvenaient à faire cuire dans les trous de la terre des escargots à chair violette, des singes écorchés vifs et des plantains sauvages. Les enfants enfumaient la mousse pour recueillir le miel des abeilles et arrachaient aux branches les fruits doux de Pum-Pum-Ha. Parfois, étincelant, un oiseau de feu Quetzal tombait de la canopée qui verdoyait là-haut, hors d'atteinte des regards. Quand les chauves-souris commençaient à voler vers le faîte des arbres, leurs ailes funèbres grandes ouvertes, on savait que la nuit approchait. Alors, accompagné de ses musiciens, mon père entamait des cantilènes qu'il avait composées lui-même du temps qu'il était à Abomey. Il chantait la renommée qui ne dure pas, la gloire qui se ternit, la richesse qui s'effrite, et cette vie dont on ne sort pas vivant. En l'écoutant, hommes et femmes, et même petits-enfants, avaient les yeux en eau, mais le cachaient, car si mon père s'en apercevait, il se mettait dans une grande colère. Sur quoi pleurait-il? Est-ce que tout cela n'était pas fixé par le destin? Quand mon père se rappelait la traîtrise des Français qui s'étaient mis sans raison à guerroyer contre lui, ses yeux lançaient des éclairs. Ses dents grinçaient et toute sa figure bonne, douce, paternelle, devenait aussi effrayante que celle d'un sorcier qui profite sur le mal. Que voulait-il de lui? Est-ce qu'il n'avait pas honoré leur roi de si grands pagnes tissés de fil d'or, d'un parasol de cabécérès et de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, qu'il avait choisis lui-même parmi ceux des princesses de sang royal? Pendant les 2 années qu'il vécut dans la forêt, les animaux rendirent chaque jour hommage à mon père. Les éléphants dont la peau grise est craquelée comme la boue d'un lac desséché, les butors tachetés, les girafes dont la tête se balance comme un fruit au bout de sa branche, les zèbres, les gazelles d'amas, les antilopes, tous les rapaces diurnes et nocturnes, et même les lions à pelage couleur de papaye mûre, tous sortaient de leur cachette pour se prosterner devant lui. Il se rappelait qu'il était fils de l'animal roi, celui dont le feulement signifie la mort par surprise. Parfois, les grands prêtres recueillaient un peu de leur sang dans des cornes de buffle, et mon père le buvait comme une potion bienfaisante, car la vie réside dans le sang et le lait de la femme. Un matin, dès le réveil, il n'y eut pas de jour. La noirceur de l'air retentit des cris des chauves-souris en éveil. L'eau qui passait à travers la ramure tomba noire et chaude, pareille à une pluie de cendres, comme si, soudain, un volcan crachait la colère de ses entrailles. Les Bokono furent pris d'inquiétude, et se penchèrent sur leur plateau divinatoire. L'un d'eux se saisit d'un pangolin, le coupa en 2 par le miton. Sans s'occuper de son odeur nauséabonde, il scruta longuement l'en-dedans de son ventre. Puis il parla tout bas, longuement, à l'oreille de mon père dont la figure prit le deuil. Ensuite mon père se retira sous l'abri que les esclaves lui avaient dressé avec les feuilles et les jeunes branches d'un palmier. De toute la journée, on l'entendit appeler les Daa-Daa, et personne n'osait prononcer une parole. Après de longues heures de méditation,
Il quitta sa retraite, appela 5 de ses femmes, prit son fils Wanilo et la princesse Potacée par la main, et marchant droit devant lui, se rendit aux officiers français qui le guettaient au poste de Gobo. Au fur et à mesure qu'il me parlait, cependant, mon père oubliait l'amertume de ce temps-là, pour se rappeler sa paradoxale douceur. Il se demandait si ces jours-là n'avaient pas été, en réalité, les plus heureux de sa vie. Il était nu, il était léger, il n'avait plus de guerre à entreprendre, plus de victoire à gagner, seule la mort à espérer. Quand les Français arrogants et cruels mirent la main sur mon père et le traitèrent comme un prisonnier de guerre, un grand vent brûlant comme le feu descendit des déserts du nord. Il dessécha tout sur son passage, il dessécha les arbres, il dessécha les plantes, il dessécha l'eau des mares, il dessécha les animaux, il dessécha les enfants, et même les fœtus dans les replis du ventre de leur mère. Il dessécha les vieillards, il n'épargna que les femmes et les hommes dans la force de l'âge, afin qu'ils puissent courir et porter la terrible nouvelle aux 4 coins de notre royaume, à ceux qui l'ignoraient encore. Zankou. La nuit est tombée. Alors, les femmes qui restaient en vie défirent les cheveux de leur tête. Les hommes laissèrent pousser les poils de leur corps. Certains écrasèrent leurs testicules avec des pierres pour ne plus enfanter, et ce fut la désolation.